Sur les recommandations de bonnes pratiques cliniques pour l'utilisation de la TEP en cancérologie qui a été faite par la Société française de médecine nucléaire en 2018. On va avoir quelques points particuliers de la TEP et l'apport qu'elle peut avoir dans la prise en charge de ces cancers. Alors, historiquement, quel est l'apport de la TEP-TDM dans la recherche d'une tumeur primitive pharyngée quand on a une adénopathie maligne en apparence primitive ou adénopathie prévalente? Il faut savoir que la première AMM, et je crois, sauf me tromper, que c'est la seule AMM que la TEP est dans les cancers des voies aérodigestives supérieures. Alors, bien évidemment, le but de faire une TEP-TDM dans une adénopathie maligne en apparence primitive, c'est de rechercher le primitif qui généralement, enfin dans la plupart des cas, se retrouve au niveau de l'oropharynx. Et vous avez ici sur l'image de droite, le bilan initial d'un patient qui était pris en charge pour une adénopathie maligne en apparence primitive, vous voyez ici, qui fixait très peu, avec un point de fixation important au niveau de l'amygdale palatine. Et ensuite, après traitement, voilà ce que ça donne, un contrôle quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Mais quand on regarde les chiffres, quel est l'apport réel de la TEP-TDM pour retrouver la tumeur primitive? On s'aperçoit que ce n'est pas si bon que ça, et on se retrouve avec des chiffres qui oscillent entre 30 et 40%. En fait, la TEP permet de retrouver un primitif pharyngé dans 30 à 40% des cas. Alors après, il y a une grande variabilité en fonction des études, qu'elles soient rétrospectives ou prospectives, en fonction de la cohorte. Mais on voit quand même qu'il y a une sensibilité qui est importante et une spécificité importante. Donc on détecte peu de tumeurs, mais la fiabilité est bonne. Alors qu'apporte la TEP-TDM dans le bilan de la tumeur initiale? La TEP est aussi sensible que l'IRM pour la détection des tumeurs de la cavité orale et des tumeurs pharyngées d'une façon générale. Et les deux examens, la TEP et l'IRM, sont plus performantes que la tomodensitométrie avec injection. Néanmoins, l'imagerie morphologique, c'est-à-dire l'IRM, est un examen qui est de meilleure qualité pour l'évaluation de l'infiltration locale par rapport à la TEP. C'est-à-dire que TEP et IRM sont meilleurs que la TDM, mais pour évaluer l'infiltration locale et l'extension locale d'une tumeur au niveau de la cavité buccale et de l'oropharynx notamment, l'IRM est meilleur. Alors il faut se méfier parce qu'on peut avoir des faux négatifs avec la TEP. Et quels sont ces faux négatifs? Là, vous avez une publication dont sont tirées des images. Eh bien, vous pouvez avoir des faux négatifs si la tumeur est extrêmement superficielle ou de toute petite taille. Il faut savoir que la résolution d'une TEP, les nouvelles générations de machines, c'est 0,8 cm, 8 mm. En deçà de ces 8 mm, la TEP ne peut pas détecter la tumeur. Les faux négatifs, c'est sur un site de fixation physiologique. Il suffit que le patient ait mastiqué un tout petit peu avant de passer dans la machine pour avoir une fixation au niveau masséterin, par exemple. Et les faux positifs sur les sites inflammatoires et ou infectieux, par exemple un foyer infectieux dentaire. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas une sensibilité, une spécificité de 100% pour cet examen. Ça permet également de la découverte d'une seconde localisation tumorale. Donc là, c'est un peu grossier comme image ce que je vous ai mis, parce que vous avez, dans ce cas, un patient qui a une double localisation tumorale à la fois au niveau oropharyngé et laryngé, mais on n'a pas besoin de la TEP pour voir cette localisation laryngée. Bien évidemment, quand on fait une nasofibroscopie, on voit la tumeur. Mais ça, là, on le voit sur les coupes sagittales, mais ça
plus d'intérêt pour retrouver des secondes localisations autres que la sphère des voies aérodigestives supérieures, notamment au niveau pulmonaire, on en trouve relativement beaucoup, et comme vous le savez aussi au niveau digestif, au niveau colique, au niveau du rectum aussi. Donc on peut découvrir des tumeurs qui seraient passées inaperçues si on n'avait pas fait la scintigraphie TEP-TDM. Alors qu'apporte la TEP-TDM dans le bilan initial du statut ganglionnaire? Alors il y a une méta-analyse qui montre qu'il y a une supériorité de la TEP par rapport à l'imagerie conventionnelle pour le staging ganglionnaire des carcinomes épidermoïdes des voies aérodigestives supérieures. Donc, avec des sensibilités qui, pareil, sont très variables d'une étude à l'autre, et des spécificités qui sont également très variables d'une étude à l'autre. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, il y a une situation, et là, il y a une interne du service qui a fait sa thèse sur une étude prospective sur 40 patients avec un coût N0. On s'aperçoit que la sensibilité de la TEP-TDM pour détecter une adénopathie qui serait passée inaperçue sur le plan clinique et ou radiologique morphologique diminue. C'est-à-dire que c'est pour les coûts CN0, la TEP-TDM voit son efficacité diminuer. Là, c'est la problématique de découvrir des adénopathies soit homolatérales, mais surtout des adénopathies contralatérales à la tumeur. Donc là, vous avez en ipsilatéral, donc vous voyez les courbes ROC, vous voyez que la TEP-TDM est plus performante que le scanner ou l'IRM, et elle est également plus performante pour découvrir des adénopathies contralatérales à la tumeur. Donc là, vous avez l'exemple d'une tumeur avec des adénopathies homolatérales. Mais vous voyez, par exemple, sur une tumeur située du côté droit, vous pouvez avoir une découverte d'adénopathie qui n'était pas visible sur le scanner, ce d'autant qu'il s'agit d'un scanner, et découvrir une adénopathie contralatérale. Donc ça, la TEP est plus performante avec des sensibilités et des spécificités relativement élevées. Donc ça, c'est une piste. Qu'apporte la TEP-TDM dans la recherche des métastases à distance? Alors, la TEP-TDM est recommandée dans l'évaluation initiale des cancers des voies aérodigestives supérieures sur les stades avancés 3 et 4 et rechercher les métastases à distance. Donc, les métastases à distance, il faut savoir, comme vous le savez, je ne vais rien vous apprendre, que la plupart sont localisées au niveau pulmonaire. Donc là, on a l'exemple au niveau d'un patient qui a une tumeur hypopharyngée extrêmement volumineuse avec une localisation métastatique. Alors, il n'y a qu'un seul plan de coupe. Donc, vous voyez sur une coupe morphologique un scanner thoracique en coupe parenchymateuse. Donc, cet aspect typique arrondi et non pas spiculé, et avec un point de fixation à la TEP-TDM. Donc là, il y a un seul plan de coupe, mais probablement que ce patient a plusieurs localisations avec un lâcher de ballon. Qu'est-ce que la TEP-TDM peut apporter en cas de suspicion de récidive, de progression ou de maladie résiduelle? Alors, la TEP-TDM est recommandée en cas de suspicion de récidive et ou pour le bilan des stadifications d'une récidive avérée. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté. Elle est surtout utilisée quand vous faites un traitement initial, notamment les traitements médicaux, soit chimiothérapie d'induction suivie de radiothérapie, soit chimioradiothérapie concomitante, pour évaluer l'efficacité thérapeutique et éventuellement rechercher une maladie résiduelle à la fin du traitement. Alors par contre, elle n'est pas recommandée dans l'évaluation thérapeutique intermédiaire. Quand vous êtes en cours de traitement, vous faites un TEP-TDM pour voir si effectivement votre traitement est efficace ou pas. Il y a une disparité entre les résultats effectifs et ce que vous donne la TEP. Donc elle n'est pas recommandée en cours de traitement. Par contre, elle est recommandée en fin de traitement si vous l'avez fait initialement, bien évidemment.
On ne peut comparer qu'à partir du moment où vous avez fait une TEP initiale. Et la TEP TDM peut être proposée dans les surveillances systématiques pour la mise en évidence de récidives qui peuvent être occultes, des patients qui sont asymptomatiques, que vous examinez, pour lesquels vous ne voyez rien sur le plan clinique, et vous faites une TEP TDM, et malheureusement vous avez la mauvaise surprise de découvrir une récidive, soit une poursuite évolutive sous-muqueuse, soit une récidive tumorale. Là, vous avez l'exemple d'un homme de 56 ans qui a été traité par chimioradiothérapie pour un cancer du plancher buccal. Donc, ça, c'est un peu, je ne sais pas en fonction des centres, mais c'est la spécificité grenobloise, c'est-à-dire le nucléariste nous met toujours l'image initiale. Vous voyez, une très volumineuse lésion de la base de langue. Avec un contrôle à 6 mois, on s'aperçoit qu'effectivement, il reste toujours un reliquat tumoral qui est évident ici sur la TEP. Alors, il faut se méfier de ces images qui sont évidentes, c'est-à-dire qu'on a un gros spot qui fixe sur la TEP, mais ça peut correspondre à une lésion qui est parfois centimétrique. Mais l'activité métabolique étant, ça donne des images évidentes. Mais ça permet de faire un point de comparaison entre le bilan initial et le bilan de suivi. Alors, ce qui est très important, à mon avis, c'est le délai entre le traitement par radiochimiothérapie et l'examen de contrôle par TEP-TDM. La recommandation, c'est au minimum 12 semaines après la fin du traitement. Et vous verrez sur les diapositives suivantes qu'en fait, c'est plutôt 12-16 semaines. Donc, c'est pas si... Il ne faut pas la faire trop précocement parce que vous allez avoir des images qui vont vous mettre dans l'embarras alors qu'il faut attendre pour voir ce qui se passe. Et là, on voit très bien donc un contrôle précoce d'un patient qui a été traité pour une pathologie oropharyngée avec une adénopathie satelline. Donc vous voyez qu'il y a quasiment... Enfin, ça, on considère que c'est une fixation qui est négligeable sur un nucléariste. Et quand vous faites un contrôle tardif, au minimum 3 mois après la fin du traitement, eh bien, vous apercevez qu'en fait, le problème n'est toujours pas réglé, au moins sur le plan ganglionnaire. Donc il faut savoir attendre. Et quand je vous disais que c'est au minimum 12 semaines, en fait, on s'aperçoit que quand on regarde cette étude, par exemple, le pic optimal de contrôle de la TEP TDM se situerait entre 12 et 16 mois, voire 16 mois, puisqu'on arrive quasiment à l'efficience maximale de détection d'une potentielle rechute ou poursuite évolutive à 16 mois, à 16 semaines. Donc il ne faut pas la faire trop tôt. Alors, quand on fait une évaluation dans le suivi du patient sur le plan clinique et radiologique, alors ça comprend bien sûr le suivi clinique, la radiologie morphologique et la radiologie métabolique, dont la TEP-TDM. Il faut attendre minimum 12 à 16 semaines pour le contrôle entre guillemets précoce, et le contrôle tardif, c'est à 12 mois, c'est-à-dire à 1 an. On s'aperçoit qu'à 1 an, effectivement, on a les courbes qui se dissocient entre ceux qui ont un TEP-TDM FDG qui reste négatif, et puis après on s'aperçoit qu'effectivement là on peut avoir des rechutes qui sont détectées, et ceux qui sont positifs, donc le cut-off en général il se situe, vous voyez, entre 16 et 24 mois, donc pour les contrôles tardifs. Alors, pour ce que je vous disais à l'instant, donc là c'est confirmé dans une autre étude, vous voyez, 4 mois avec des taux de sensibilité qui sont très élevés. Bon là il y a 70%, mais on est au-delà de 90% de sensibilité. Alors pour les carcinomes indifférenciés du nasopharynx, les UCNT, alors il est recommandé de faire lors du bilan d'extension initial des carcinomes indifférenciés du cavum un TEP-TDM au 18 FDG pour l'évaluation locale et loco-régionale, mais aussi le dépistage des métastases à distance. Il est recommandé en cas de reliquat de la maladie
et ou de récidive, c'est-à-dire au-delà de 6 mois. Donc là, vous avez un patient, alors là c'est l'inverse, enfin, en bas c'est le bilan initial, donc là c'est les formes un petit peu difficiles des cancers UCNT du cavum. Vous avez des formes qui sont sous-muqueuses, latéralisées dans la fossette de Rosenmüller, à gauche ici, avec une hénopathie prévalente. Et donc là, vous faites le contrôle. Vous êtes rassuré sur le plan loco-régional. Effectivement, le malade est contrôlé. Malheureusement, voilà ce qu'on retrouve à distance. On retrouve des localisations pulmonaires et localisations osseuses. Pour les carcinomes nasosinusiens, donc la TAP-TDM ne permet pas de faire une caractérisation du type tumoral. Bon, mais ça, c'est pas surprenant, hein, mais on enfonce des portes ouvertes. Par contre, il est recommandé de faire une TAP-TDM dans certaines situations de cancer nasosinusien, notamment les carcinomes alpiguins du sinus maxillaire, dans les formes localement avancées, avant de faire des chirurgies lourdes, qui peuvent être des maxillectomies, mais aussi une exentération orbitaire, parce que c'est des tumeurs qui ont un fort potentiel métastatique, donc autant détecter les métastases infracliniques avant d'opérer et de mutiler les patients inutilement. Il y a une autre forme qui est illustrée ici par des images TEP-TDM, qui est le mélanome muqueux nasosinusien, qui n'est pas spécifié dans le texte, mais là c'est un cas que j'ai traité. Donc ça c'est la pathologie initiale. Donc vous voyez un mélanome ethmoïdo-sphénoïdal que j'ai traité par endoscopique, ensuite avec une radiothérapie post-opératoire comme il est recommandé de le faire par le REFCOR. Ça c'est un contrôle à 4 mois. Donc vous voyez, on est tout à fait rassuré. Malheureusement là j'ai pas retrouvé les images du contrôle à 12 mois pour voir comment ça se passait. Sur le plan loco-régional, la patiente va parfaitement bien. Elle est polymétastatique, elle a un lâcher de ballon et des localisations osseuses multiples. Et malheureusement, aux dernières nouvelles, elle ne va pas très bien. Pour ce qui est des glandes salivaires, alors actuellement, c'est clair et net que la TEP-TDM n'est pas recommandée pour la caractérisation d'une tumeur des glandes salivaires. Ça, c'est clair et net, parce que vous pouvez avoir, on le sait tous, hein, les tumeurs bénignes des glandes salivaires, majoritairement parotidiennes, qui fixent à la TEP, et inversement des tumeurs malignes qui ne fixent pas. Donc c'est pas le but de savoir si c'est bénin malin au niveau local, mais c'est surtout pour rechercher des métastases à distance dans des formes particulièrement agressives de tumeurs des glandes salivaires. Et j'ai en tête les adénocarcinomes canalaires. Et j'en ai encore vu un il y a 15 jours, un patient qui est arrivé avec une tumeur parotidienne, une paralysie grade 6 d'emblée, pas de douleur, des adénopathies cervicales, et le patient qui était polymétastatique, hein, qui en a avec un lâcher de ballon, une localisation hépatique, une localisation osseuse. Je lui ai fait une biopsie parce que la tumeur parotidienne était inextirpable, mais il n'y avait pas de sens de faire une parotidectomie, vu les localisations métastatiques. C'est un adénocarcinome canalaire de haut grade. Et je ne sais pas si on a un foyer d'endémie à Grenoble ou pas, mais je crois que c'est le 10e cas qu'on a, 10 ou 12 cas qu'on a diagnostiqué, ce qui est énorme quand on voit la base de données REFCOR. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les actualités de la TEP-TDM dans les cancers des voies aérodigestives supérieures. Je vous remercie, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour la présentation. S'il y a des questions dans la salle. Petite question, c'était par rapport au délai d'obtention des TEP scanners. Par exemple, à La Réunion, il n'y a qu'un seul TEP. Et donc, dans votre centre, est-ce que c'est facile d'accès, pas facile d'accès? Après, il y a peut-être d'autres pays de la francophonie où c'est hyper compliqué. Donc, quels sont vos délais d'accessibilité? Et est-ce que en métropole, c'est plutôt homogène ou c'est très disparate? Alors, moi, je peux répondre localement, on les obtient très facilement. On les obtient très facilement alors qu'on est resté pendant des années à ne pas les avoir facilement parce qu'on avait une machine. On a été un des centres français doté de la TEP-TDM, pas la TEP-TDM, doté très rapidement, mais on a gardé cette vieille machine pendant des années, donc c'était difficile de l'avoir. Et puis maintenant qu'on a une TEP-TDM,
Et on va bientôt avoir la TEP TDM avec injection, donc on aura un scanner morphologique associé à la TEP. Donc c'est très facile à avoir. Et il faut comprendre que les médecins nucléaristes, en fait, c'est leur pain quotidien, la TEP, maintenant. Donc ils accèdent assez facilement à nos demandes. Donc après, je pense qu'au niveau territoire métropolitain, je pense que c'est relativement disparate aussi. Et c'est encore d'autant plus difficile dans les territoires ultramarins, quoi. Des questions? Je peux parler sans micro, voilà. J'ai une question sur la TEP à 1 an. Quand est-ce que vous décidez de faire... Quand est-ce que vous décidez de faire la TEP tardive? En fait, est-ce qu'il y a... quels sont vos critères? Est-ce que vous le faites systématiquement, par exemple, ou pas? Oui, maintenant on l'a fait systématiquement. On fait, sur les patients qui sont traités par traitements médicaux, quoi. Chimio-radiothérapie, soit séquentielle, soit concomitante. On fait une TEP à 4 mois, voire un tout petit peu plus. 4 mois, oui, ça fait 16 semaines. Et on fait une TEP systématique à 1 an. Mais... Les premiers papiers qui avaient été, c'était Conessa qui avait fait ça dans les années, c'était juste en 2010, qui avait montré à 1 an et qui avait une valeur prédictive négative très intéressante parce qu'on savait qu'on avait une survie, on n'avait pas de risque de récidive loco-régionale l'année suivante. Mais c'était sur une analyse rétrospective. Et je ne sais pas s'il y en a eu d'autres qui ont confirmé ça. Mais après, ce qui est intéressant, c'est le travail que fait Temam avec son surveil ORL. Vous savez, vous avez un bras où on fait la surveillance clinique standard et un bras où il y a une TEP qui apparaît 2 fois l'an. Et donc, on verra à la fin s'il y a vraiment un intérêt pour la récidive. Bon, ça, nous, on s'est basé sur les recommandations de la Société française de médecine nucléaire. On a la chance d'avoir un médecin nucléariste, en l'occurrence Madame Galazzini-Crépin, qui assiste à nos RCP. Donc, c'est pour ça qu'on est assez systématique dans le suivi des patients. Dans votre expérience, à 12 mois, puisque vous faites ça en systématique, alors moi je travaille à La Réunion, nous on a des gros problèmes de maintenance en fait, puisque les éléments radioactifs et les métropoles, parfois c'est compliqué. Il y a des périodes où on ne peut pas du tout en avoir en fait, des périodes où on peut. Donc vous, dans votre expérience, à 12 mois, est-ce que vous avez été surpris par la découverte justement de... je sais qu'on ne peut pas dire parce que tous les TNM ne sont pas comparables, bien que ce soit forcément des T3, T4, je suppose. Vous avez découvert beaucoup de métastases tardives comme ça qui apparaissent? Beaucoup, je ne pourrais pas vous le dire. Il faut qu'on fasse une étude prospective par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire, nous, on fait la TEP à 4 mois, donc à 16 semaines. Et à 1 an. Et effectivement, à 1 an, on a des patients qui sont contrôlés sur le plan loco-régional et la part de patients chez qui on trouve des localisations métastatiques à distance, elle n'est pas négligeable quand même. Et ils sont souvent de façon infraclinique. Alors après... Ça ne change rien à la survie. Non. À la limite, il vaut mieux pas les découvrir, puisqu'on va les traiter que quand ils sont symptomatiques. Non, mais oui, non, mais je suis d'accord. Hein. Alors après, de temps en temps, on retrouve des localisations métastatiques uniques, pulmonaires, et qui sont traitées. Donc nous, on a quand même un certain nombre de patients comme ça qui ont des segmentectomies, voire des lobectomies, ou là, c'est la radiothérapie stéréotaxique, mais bon, c'est pas... Voilà, mais il y en a quelques-uns qui en bénéficient quand même. Et dans ton exemple tout à l'heure, la lésion sur le bassin, tu l'as traité, la petite lésion qui est apparue à la surveillance? C'était un CAVOM, mais il était polymétastatique. Hein. Il avait un lâcher de ballon et une localisation au niveau de la crête iliaque, mais il n'était pas symptomatique. Merci Christian, toujours aussi clair. Je trouve ça un intérêt aussi de TEP pour certaines localisations d'adénopathie, en particulier rétropharyngées, qui ont une contre-indication à la chirurgie. Et on les découvre, on ne les voit pas facilement, parce qu'on ne fait pas de focus forcément sur ces adénopathies rétropharyngées, sur une IRM morphologique par exemple. Et quand TEP fixe, très souvent, ça nous change d'indication thérapeutique, en particulier chirurgicale. Je ne sais pas si c'est ton avis. Ah oui, vous avez entièrement raison. J'ai pas voulu. Après, il fallait qu'on se partage le temps avec Emmanuel, mais d'ailleurs, il va falloir que je cède mon temps de parole. Mais
Sur les adénopathies rétropharyngées, c'est évident qu'il y a un apport de la TEP. Hein. C'est clair et net. Et quand on a ça, effectivement, on change de décision en RCP. Ce qui était chirurgical ne l'est plus forcément. J'avais juste une petite dernière question, elle a débordé. Mais pour les patients qui ont un T4, par exemple un neuropharynx non opérable au début, qui répondent bien sur le T, et on fait une TEP et on voit qu'il y a un ganglion résiduel. À partir de quand on décide d'un curage de rattrapage ou pas? Est-ce qu'on refait une TEP après pour voir est-ce qu'il va évoluer sur le T? Ou est-ce qu'on... Bref, voilà, quel est votre... Enfin, voilà. Alors, moi, là, on parle de la tête, mais il ne faut pas oublier aussi l'imagerie morphologique. Hein. Je veux dire, on fait des scanners, on fait des IRM de contrôle. Imaginons mais c'est minimum 4 à 5 mois. D'accord, vaut mieux le patient, pas faire le curage... de rattrapage. Le nombre de patients qui ont une adénopathie à 2 mois, 2 mois et demi, où on fait le premier contrôle, enfin on fait pas, soit une TEP, soit une imagerie morphologique classique, TDM ou IRM, où on voit un reliquat ganglionnaire, voire avec un centre nécrotique et tout. Il ne faut pas se jeter dessus. Hein. Si vous attendez 2 mois de plus, vous avez souvent... la bonne surprise de voir disparaître l'image, mais si ça persiste, à ce moment-là, au bout de 4-5 mois, nous, à ce moment-là, on y va. On fait une adénectomie, et dans mon expérience après, c'est pifométrique, ce que je vais vous dire, mais dans un cas sur 2, on va vous dire que vous avez effectivement un reliquat de cellules Malpighian qui sont non viables. Il faut faire une extempo, il ne faut pas faire partir d'emblée sur un évitement ganglionnaire, avec des cellules Malpighian non viables, donc on fait une adénectomie, point. Et c'est des patients qui sont contrôlés sur le plan ganglionnaire, mais qui ont des images qui sont... voilà. Il ne faut pas oublier que c'est des images qu'on voit maintenant avec les imageries qu'on a actuellement, mais qu'il y a 15 ans qu'on ne voyait pas. Hein. Parfois, je pense qu'on peut voir l'inverse aussi. Un patient qui a une adénopathie, qui a bien répondu sur le T, et un terrain défavorable. Moi, j'avais, par exemple, refait le TEP après, il n'y avait toujours rien sur le T, examen clinique, imagerie complémentaire. Opération sur le T, curage de rattrapage. 6 mois après, il réévolue sur un T qui était volumineux et où la réponse avec un premier TEP, un deuxième TEP, l'examen clinique était normal. Donc voilà. Oui. Bon. Ok. Passer à la présentation. La parole là. Voilà. Hop. Alors. Bien, écoutez, bonjour à tous. Donc Emmanuel Lavin, je suis à Caen. Et j'ai choisi de vous proposer, en fait, sur Innovation et Actualité, 3 petites thématiques différentes les unes des autres. Je vous ai partagé avec Christian ce travail. Et ce que je vous propose, c'est je m'arrêterai au bout de la première, et puis vous me poserez peut-être des questions, puis on va avancer. Alors, je ne sais pas si c'est innovant, mais c'est des actualités... qui nous servent. Donc, mon objectif est très simple, hein, c'est vous montrer puis, quelques avancées thérapeutiques et puis voir ensemble, en fonction de ce que l'on a fait nous, s'il y a un intérêt ou pas à l'utiliser. Donc la première, c'est un travail que l'on fait. On a Emmanuel Micot, j'ai mis en photo ici, qui est alors un futur PH du service, qui est ORL, qui est un innovateur, et qui est aussi un auto-entrepreneur, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc il a développé un peu la 3D à la Canèse. Donc on avait dans le service, depuis qu'il est arrivé, il s'est passionné pour la 3D, comme dans beaucoup de services. Donc il avait, avec le problème pour la 3D, c'est qu'il faut de l'argent. Donc il va falloir essayer de chercher de l'argent localement pour pouvoir utiliser ce système pour faire de la chirurgie cancérologique de reconstruction. Donc on a, avec notre petite caisse du service, acheté un donateur et puis on a essayé de modeler cette tumeur. On a ensuite acheté une imprimante 3D, hein,
on gratte un petit peu partout. Et puis après, la troisième partie, il fallait encore, après avoir conçu notre 3D avec notre imprimante, avoir une modélisation. Et on est allé au GFLU, qui est une organisation normande d'entrepreneurs, qui nous a aidés. Donc, le mieux, c'est de vous montrer un exemple. Donc, on avait un patient avec un cancer de la mandibule. Donc, on fait, vous voyez, la lésion, une lésion du plancher buccal qui envahit franchement la mandibule à l'IRM. Il réalise sa conception 3D avec le scanner. Et puis, de la même manière, il propose de mettre en place une évaluation avec l'angioscan. Le guide va être constitué de la manière suivante, avec les choix des coupes osseuses. On essaie d'être à 1 cm des marges tumorales, et la reconstruction 3D nous donne cet aspect de reconstruction finale. Voilà. En pratique, la fibula est divisée en 3 segments. La reconstruction en 3D est celle-ci, vous voyez, l'agencement des 3 plans. Et puis, il met en place cette impression au CHU 3D qui va donner un modèle comme ceci. Et voilà, ça c'est très intéressant parce qu'à partir de là, on a notre modèle qui va nous permettre de préparer notre intervention de reconstruction. La difficulté, c'est que ce modèle-là n'est pas certifié, et on a le problème, on se heurte à l'utilisation. Donc, avec discussion, on a pu mettre en place une utilisation avec des calques papier stériles. Et la deuxième partie a été de trouver un moyen d'externaliser. Quand vous le faites, quand vous l'achetez, c'est un coût qui est de l'ordre de 2 000 €, je pense, à peu près. Ça. Et l'intérêt de ce qu'a fait Emmanuel, c'est qu'il a créé sa petite boîte auto-entrepreneur avec 2 collègues ingénieurs, et il a mis en place ce système qui nous permet d'avoir ces guides à des prix défiant toute concurrence, et on a eu la validation interne au niveau de la pharmacie. Alors, ces autres avancées sont les suivantes. Ici, vous avez un patient qui a une tumeur trachéale. Il a mimé la lésion. Vous voyez ici, vous avez votre larynx, la thyroïde et la tumeur. Et c'est un véritable jeu de Lego. Et ça vous permet surtout, c'est très intéressant pour expliquer aux patients ce qui se passe, parce que c'est toujours difficile quand vous avez une imagerie de montrer. Là, vous pouvez expliquer un petit peu toutes les difficultés que l'on va avoir pour mettre en place. En l'occurrence, ce patient, nous l'avions adressé à Martineau. Là, celle-ci est une des patients que nous avons pris au sein du service, une tumeur de la parotide. Et vous avez ici la reproduction de la lésion. Et je trouve que c'est quand même très intéressant, dans le cadre de l'explication aux patients, de montrer avec des images peut-être simplistes pour vous, pour les ORL, mais pour le patient, c'est bien d'expliquer un petit peu tout ça. Alors, les avancées, et là, c'est le projet que l'on a actuellement, c'est sur des tumeurs endonasales. C'est toujours compliqué, les tumeurs endonasales. Donc là, vous avez ici une lésion ethmoïdale avec un envahissement orbitaire. On a la chance d'avoir Vincent Patron, qui est un des experts de chirurgie endonasale, qui prend en charge ces patients. Et la difficulté, c'est, dans ce type de lésion, ce sont les limites d'exérèse. Donc, il a mis en place son système d'imagerie 3D. Donc, vous avez une vue supérieure, vous avez la tumeur qui est ici, vous la retrouvez au niveau de l'imagerie ici. Et puis, vous avez le modèle constitué. Voilà, donc on a cette impression 3D qui va expliquer un petit peu la situation tumorale et mieux préciser aux patients ce que l'on va devoir faire. Et l'intérêt majeur de cette 3D, c'est surtout en péropératoire et en post-opératoire. Vous voyez, il a créé ici, il a reproduit l'ensemble de la cavité nasale du patient, et à la fin du geste chirurgical,
le chirurgien va placer ces biopsies. On fait une exérèse, un débulking, on enlève la tumeur, et ensuite, une fois que toute la tumeur est réalisée, eh bien, on réalise en moyenne 18, 19, enfin je ne sais pas, c'est variable, biopsies, et ces biopsies vont servir à l'anapathe de repère, parce que pour les anatomopathologiste, c'est vraiment difficile. Déjà, quand vous leur donnez une pièce opératoire en chirurgie carcinologique, si vous ne descendez pas pour leur expliquer, ils sont perdus. Là, c'est un moyen, encore, même si vous leur montrez une fois, l'anatomie de la cavité nasale est difficile. Donc, c'est un protocole que l'on met en place actuellement dans le service, et on l'a testé. Les premiers résultats sont intéressants, et surtout, permettent de discuter avec l'anatomopathologiste. Et derrière, lorsque vous avez une précision avec l'utilisation de ce modèle 3D, vous pouvez aller en RCP avec les radiothérapeutes et expliquer cette biopsie est positive, cette biopsie, et ça leur permet d'ajuster leur traitement d'irradiation. Voilà sur ce modèle 3D un petit peu Canet, mais bon, je pense que vous en avez tous. Je ne sais pas, vous, la plupart, est-ce que vous délocalisez, vous les faites systématiquement pour les reconstructions? Non? D'ostéosynthèse en même temps que les guides de coupe, ce qui facilite quand même les choses. Et tu la payes combien? 2 000 €? Oui, 2 000 €, mais c'est l'hôpital qui... C'est un contrat avec l'hôpital, il n'y a pas de problème, quoi. C'est assez chronophage. Hein. Nous, on avait commencé à le faire nous-mêmes au début, mais alors c'était pas encore la 3D, hein. C'était il y a une quinzaine d'années, et ça prend quand même du temps, quoi. Non, mais là, nous, on a la chance d'avoir ce garçon-là, voilà, qui se passionne là-dessus, et puis qui avance... Bon, je vous ai montré le modèle pour la mandibule, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin. Le modèle des cavités nasociliziennes, il est très intéressant, oui, et on en reparlera dans quelques temps. Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est vraiment un intérêt anapathe, et les anapathes et radiothérapeutes. Oui, ils doivent être très contents d'avoir une visualisation 3D du problème. Bon. Je continue, je change complètement de sujet et je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Alors là aussi, c'est une histoire c'est un papier qui va apparaître avec les deux internes. C'est l'histoire alors la carotide augmentée, vous allez voir. C'est un homme de 56 ans qui avait en 2018 un cancer de l'hypopharynx, vous voyez, un stade avancé, pour lequel on lui a fait une pharyngolaryngectomie totale avec un curage bilatéral, puis une radiothérapie sensibilisée post-op. Les suites ont été, je dirais, tranquilles pendant plusieurs années, jusqu'en 2018, où il arrive dans le service et pour une hémorragie endobuccale. On le prend en charge rapidement, on s'aperçoit que la carotide et l'origine, la carotide externe et l'origine de la lésion, c'était à la fois la branche de l'artère thyroïdienne supérieure, et on avait aussi un bloch. Et donc, dans l'urgence difficile, on a décidé de mettre un stent que vous avez ici. Donc, on pose... oui, pardon, je voulais... Ouais, vous avez le stent qui est ici. Hein, c'est un stent couvert, le type Fluency, qui prend toute la carotide, qui prenait la carotide externe et la carotide commune. C'est difficile parce qu'il faut aller vite dans ces cas-là. Donc, le patient en évolution parfaite, le patient est sorti 10 jours plus tard. Alors, donc, vous voyez ici un petit peu le stent, hein, vous voyez la hauteur. Là, on voit bien sur cette coupe qui remonte un petit peu plus haut. Et la difficulté, c'est que ce stent prenait de la carotide primitive et remontait sur la carotide externe. Vous allez avoir une image ici. Hein, vous voyez ici le début de la carotide. Là, on a la clavicule, là, la mandibule. Et vous avez tout le stent qui couvre l'ensemble de la carotide primitive. L'évolution est favorable très peu de temps, puisque au bout de 8 jours, comme c'est un patient post-radique, je pense que la vascularisation a diminué la vascularisation des tissus, et il a fait un pharyngostome. Donc, on se retrouve avec un patient qui a une lésion. Donc, on s'est dit, mais peut-être qu'il y avait une récidive le cours original, ce qui est probable. En fait, on reprend la lésion, l'ouverture pharyngostome, on trouve un tissu fibreux. Vous imaginez, un post-radique, 3 ans, compliqué, pas de récidive.
Et on a cette pharyngostome. Donc, ouverture, vaisseau à nu, couverture avec un grand pectoral. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques jours plus tard, 5 jours plus tard, nouveau saignement. Et là, le problème, qu'est-ce qu'on fait? On a mis un stent qui couvre toute la carotide. On ne peut pas aller beaucoup plus bas. Pardon, je parle trop fort? Non? Il ne faut pas le toucher. On n'a pas d'accès à la partie inférieure, donc on a décidé de mettre des hémocloques, vous voyez, des hémoblocs, là, on en a mis 3 ici, et on a réussi après à stopper avec ces hémolocs sur le stent de la carotide commune l'hémorragie. Le patient est sorti du service et est décédé 2 mois plus tard. Donc, en fait, moi, je me suis posé la question sur ces hémorragies post-rupture carotidienne sur des terrains radiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que dans l'urgence, on a le problème de la prise en charge. Soit on fait un système endovasculaire avec une embolisation qui va obturer la carotide, soit on met un stent, soit on fait un bypass, soit on va ligaturer la carotide. Quand vous regardez dans la littérature, la mortalité, elle est autour de 16 à 20% à chaque fois. La morbidité, elle est moindre avec le système du bypass, avec le système du stent, mais ça reste autour de 30%. Donc, moi, je me suis posé la question éthique. Hein. J'ai parlé de carotide augmentée en référence à l'homme augmenté. Vous savez, par exemple, vous avez le coureur du 100 mètres là, qui avec comment c'est pas des palmes, c'est ses prothèses. C'est vrai qu'on va de plus en plus loin dans la médecine, en dehors de la médecine. Et est-ce qu'on rend service aux gens? On sait que l'espérance de vie est quand même limitée. Je pense que dans le cas présent, il faut faire avec ce que l'on a, mais ne pas vouloir aller trop loin. Voilà, moi je suis... ça m'a interpellé, je me dis, est-ce qu'on avait raison? Si j'avais su que ce patient avait une espérance de vie de moins de 3 mois, est-ce qu'on aurait déclenché autant de soins? C'est une véritable question. Je vous la pose. Je veux dire, est-ce que vous auriez eu une prise en charge différente? Qu'est-ce que vous auriez proposé? Difficile. Le problème, c'est que si c'est un patient qui est hospitalisé et on a des prémices de rupture de carotide, des petits saignements répétés en bouche, qui se tarissent spontanément et tout, moi ce que je dis aux internes aux plus jeunes, je dis méfiez-vous, c'est la carotide qui va se rompre dans les jours qui viennent. Donc on demande aux radiologues interventionnels de faire une angiographie et il vaut mieux prévenir que guérir, entre guillemets. Moi, je n'aurais pas hésité à faire mettre un stent. Même chose? Oui, parce que bon, il y a rien de plus horrible que de voir un patient mourir devant soi d'une rupture de carotide. Hein. On en a tous vu. C'est traumatisant pour le malade qui, lui, disparaît, mais pour celui qui est en face et l'équipe soignante, c'est abominable. Et je pense qu'il ne faut pas se poser la question de savoir s'il fallait le faire ou pas. Hein. Je pense qu'on ne peut pas laisser... Non, mais c'est sur la technique. Quelqu'un d'une rupture de carotide devant soi sans faire quoi que ce soit. Puis bon, pour y être allé quelquefois sans avoir... des malades qui arrivent d'autres centres avec des plaies, des récidives et tout, qui ont saigné mais qui ne saignent plus et tout, et qui malheureusement le soir, bien sûr, comme d'habitude, ou le week-end se mettent à saigner. Quand on y va, qu'on met un clan dessus, ça se déchire. Une carotide post-radique, c'est abominable. On met un clan dessus, ça déchire. Et on remet le clan plus bas, ça déchire encore plus. Donc, et même mettre un nœud, simplement le nœud sectionne la carotide. Ici. Donc je pense que de réagir en amont en mettant un stent, moi je pense que c'est une solution qui est la plus adaptée. Enfin, c'est mon avis. Maintenant... Après 3 mois, c'est 3 mois, mais bon, il vit 3 mois sans mourir dans des conditions abominables.
sur votre stent là, vous avez dit, il est dans la carotide commune et la carotide externe. Mais la carotide interne est... Elle est exclue. Ah oui, d'accord. Parce que là, je me disais... Et la difficulté pour le radiologue, c'est d'accéder à poser le stent, l'ouvrir. Et dans l'urgence, voilà, c'était un problème. On ne pouvait pas la localiser juste au niveau de la carotide externe. Ah oui. C'était ça. Et alors, la difficulté, c'est que... tu lis la carotide externe. C'est beaucoup plus simple. Là, ouais. Non, mais là, toute la difficulté, c'était qu'on avait un stent qui était posé dans une trajectoire beaucoup plus importante. Et puis après, qui nous a gênés, parce que quand il y a eu la deuxième, on ne pouvait pas accéder. On était sur le stent pour clipper. On ne pouvait pas aller plus bas. Et ça a été une... Vous avez vérifié le polygone de Willis, vous avez eu le temps ou pas? Dans l'urgence, on l'a vu après. Donc il n'a pas eu, par chance, il avait un polygone qui fonctionnait. Mais dans l'urgence, normalement, on met le gonflé, on fait un test au ballon, on le gonfle. Mais là, ça saignait, c'était ça ou... Pour notre... je peux vous parler de notre expérience ici, parce que moi j'ai été 12 ans PH à La Réunion, et 2 fois on a fait, parce que je n'étais pas tout seul, il y avait un chirurgien vasculaire, un pontage en fait. Vous l'avez fait Ouais. Alors l'histoire, c'est quelqu'un qui avait eu de la radiothérapie, elle était en rémission, et en fait ça a brûlé le pharynx et la carotide a directement saigné dans le pharynx. Donc il y a une hémorragie massive, on a eu de la chance, on a réussi à le récupérer, et on a fait donc pontage. Il y en a un qui a vécu 6 mois, normalement, et l'autre, il a vécu moins longtemps. Voilà, c'est les 2 seuls que j'ai vus en 12 ans, et à chaque fois, on a fait ça. On a fait le pontage directement et le lambeau de grand pectoral. On a les photos d'ailleurs. On voyait bien le tronçon on a fait une résection en fait de la partie avec le trou. Voilà. Moi, je pense que comme M. Righini, après, ça dépend des gens. Si c'est vraiment quelqu'un qui est très fatigué en fin de vie, peut-être. Mais là, c'est quelqu'un qui allait très bien, qui est arrivé. Voilà, j'ai proposé au chirurgien vasculaire, dit on peut faire ça, sinon on va l'allier directement avec le risque d'AVC. Donc il a dit d'accord. Ça a été le même d'ailleurs à chaque fois. C'était un coup de hasard. Mais c'était la nuit. On a fait ça la nuit. Oui, c'est souvent la nuit. Béatrix ? Merci pour ce cas très intéressant. C'est vrai que c'est des situations qui sont quand même rares que le patient soit stérilisé et qui saigne. D'ailleurs, la plupart, on ne les voit pas parce qu'ils saignent chez eux. Mais c'est vrai que de plus en plus, les patients qui ont saigné ou qui sont à risque de saignement, on passe directement vers la radiologie interventionnelle. Et moi, dans mon hôpital, ils ont tendance à les emboliser en fait. Ils très peu de stents, ils embolisent. Voilà. Et après, quand c'est des patients qui sont finalement très souvent, comme c'est les polygones sont quand même il y a assez peu d'AVC. Et puis c'est souvent des patients qui sont en fin de vie, donc ça leur permet d'avoir une prolongation de vie dans de bonnes conditions. Moi, j'ai pas de souvenir comme ça de patients qui ont survécu après une rupture de carotide. Non stérile. Enfin, j'ai des patients qui étaient stérilisés sur la tumeur. C'est quand même des situations qui sont très rares. Alors, je crois qu'il faut intervenir. Moi, je pense qu'on a tous le même avis. C'est que quand on peut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. C'est difficile de laisser quelqu'un mourir de saignement. Non, mais oui, je posais la question pour voir, mais je m'attendais à votre réponse. C'est bien. Ce qui était quand même particulier, c'est le pharyngostome qui est survenu 8 jours après. Et ça... Moi, j'étais vraiment les biopsies, est-ce qu'elles étaient bien on n'a rien retrouvé après. Mais quand on a remis le grand pectoral, effectivement, il n'y avait rien d'autre. Mais c'est vrai que c'était surprenant. Mais on a dû, avec notre stent, obturer... on a tout fermé. Voilà. Et puis, tu as des ruptures spontanées de carotide. Moi, j'en ai vu sur des cancers du sinus piriforme traités par radiochimiothérapie qui ont, comme la carotide primitive est vraiment très près du lipopharynx, il peut y avoir une ulcération progressive du pharynx, de la carotide à partir de la lésion primitive pendant la radiothérapie. Et depuis, quand même, on voit bien quand même depuis de nombreuses années, depuis qu'on a le lambeau libre, la couverture par un lambeau, on en voit quand même moins de cas. Mais là, des patients non opérés, moi j'en ai vu plusieurs. J'en ai vu 3 non opérés qui ont rompu leur carotide sur des cancers du sinus piriforme traités par radiochimiothérapie et parfois 10 ans après.
C'est des choses qui peuvent arriver. Mais après, là, en général, on ne peut pas intervenir. C'est trop brutal pour qu'on ait le temps de les sauver, quoi. Le sauvetage, il est exceptionnel. Il faut qu'il y ait une rupture en 2 temps. Et que le patient consulte suffisamment tôt la première fois. Enfin bon, 2 temps, et bon, on a une espérance de vie qui est à peu près à moins de 4 mois, je crois, en tout. Après le premier épisode. Bon, on a encore le temps. Le dernier point, c'est pas un point qui est spécifiquement parce que moi je suis plutôt un chirurgien ORL, mais j'ai repris une innovation. Bon, je sais qu'il y en a qui en ont un petit peu assez de l'immunothérapie, mais je vous promets, je vais essayer de faire quelque chose de très simple et qui met un peu ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc j'ai travaillé avec Florian Clateau et puis Audrey Rambaud, hein, nos oncologues. Donc juste un mot pour vous préciser, il y a la moitié des patients qui consultent avec des stades 3 et 4, hein, c'est pour ça qu'il y a des chiffres partout. Il y en a 50 à 60% qui vont avoir une récidive loco-régionale, il y en a 30 à 70% qui vont avoir une lésion métastatique dans les 2 ans. Il y en a 10 à 25% qui vont être, eux, d'emblée métastatiques. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la médiane de survie pour ces patients-là, elle varie de 6 à 15 mois. Donc, vous voyez, c'est quand même, ça dresse un tableau qui est quand même assez noir. La prise en charge telle qu'elle était jusqu'à maintenant, avant 2020, vous voyez, vous aviez les protocoles extrêmes. Hein, on devrait parler plutôt d'utilisation de platine 5-FU-6-tuximab, parce que extrême, c'était une recherche, ou bien le Tipex. Et puis, si on a une progression supérieure à 6 mois après platine, on remet du platine potentiel, et si on a moins de 6 mois, on introduit le nivolumab. Voilà ce qu'il y avait avant 2021. Alors, l'immunothérapie, qu'est-ce qu'on peut... Non, je vous la remets. Hein, ça, c'est où je vous la redonnerai, si vous voulez. L'immunothérapie, très simplement, oui, quand, à laquelle. Je vais raconter encore une histoire. Alors là, c'est une femme de 54 ans, tabagique, qui avait un carcinome épidermoïde du palais, traitée par chirurgie radiothérapie. Elle a déclaré en 2019 une douleur pharyngo-laryngée et on retrouve une lésion, vous voyez, étendue de l'oropharynx, la lésion est P16 négative. On lui fait une chirurgie avec une BPCN de rattrapage, exérèse lésionnelle et une reconstruction par lambeau libre. On a après ça une progression rapide avec une lésion qui va atteindre le cavum et la carotide interne. Donc ce qui était prévu n'a pas eu lieu. D'accord ? On fait notre plan et puis on a cette lésion-là. Donc on arrête notre proposition initiale de chirurgie et puis on propose le protocole Tipex. Le Tipex, vous voyez, la lésion va évoluer favorablement par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on est un peu satisfait quand ça marche. On se dit, bon, on va continuer. On lui met, on continue le traitement et puis... comme rien n'est simple, complications infectieuses, elle fait en plus une lésion, une atteinte digestive sur sa gastrostomie. On arrête la chimiothérapie, on fait une chirurgie propreté au niveau abdominal et puis on poursuit le cetuximab. Et puis, récidive de la lésion 2 mois après la deuxième cure de Tipex. Donc on se dit on va mettre du nivolumab. Regardez, nivolumab. On met en place le nivolumab et après 3 cures, une fonte tumorale complète. Donc, tout ça pour vous dire qu'en deuxième ligne, le nivolumab, je vous ai juste mis une diapositive que j'ai empruntée à Jérôme Fayette, montre qu'on a une différence de survie qui est... il faut être humble, hein. La différence de survie, elle apparaît, mais vous voyez, à 2 ans, avec un nombre de patients qui est quand même très, très limité. Donc le message que je voudrais juste vous donner, c'est voilà le protocole actuel qui est proposé en ORL pour les patients métastatiques. Si vous avez une récidive pour un patient qui a utilisé du platine de moins de 6 mois, vous allez proposer du nivolumab. L'autre possibilité, c'est de calculer le CPS. Hein. C'est le score c'est un ratio en fait, un ratio de cellules avec PDL1 par rapport au nombre de cellules tumorales. Et en fonction du score de ce ratio, on va classer en 1
inférieur entre 1 et 20 et supérieur à 20. Et là, vous allez pouvoir utiliser une deuxième immunothérapie qui est le Pimbro. Un pembrolizumab. Donc vous voyez, quand vous avez un taux de CPS, et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez une lésion tumorale maintenant, il faut demander à votre anapathe de doser ce CPS. Vous pouvez, si vous avez un CPS élevé, si le patient est peu symptomatique, vous pouvez mettre du Pimbro seul. Sinon, s'il est plus symptomatique, vous pouvez mettre du Pimbro avec des platines. Si vous avez un CPS qui est inférieur à 1, ça ne va pas marcher. Donc là, vous partez sur du Tipex. Et puis, en prêt, vous allez adapter votre immunothérapie, votre traitement à la réponse à ce Tipex. Soit, si une progression est 6 mois, vous pouvez faire un rechallange platine. S'il y a une progression inférieure à 6 mois, vous reprenez le nivolumab. Et puis, la position intermédiaire, c'est peu symptomatique. Soit vous mettez du Pimbro seul, et puis, en général, c'est du Pimbro seul. Si vous avez un échec, ça va être du Tipex ou avec un cetuximab à long cours. Donc, ce que l'on peut retenir, c'est que pour la récidive, ce n'est pas la fin, hein, quand vous avez une récidive. Je pense que ça vaut le coup encore d'utiliser des traitements complémentaires. Et il y a eu une modification. C'est vrai qu'avant, on partait sur le protocole extrême ou le Tipex. Maintenant, il y a une place pour les immunothérapies. Ce que je viens de vous dire, hein, si vous voulez reprendre, je vous avais mis ça pour en résumé les lésions. La difficulté à laquelle on va se heurter, c'est que l'immunothérapie est un traitement qui coûte cher et que je ne sais pas si on aura toujours la possibilité de l'utiliser et combien de temps. Et pour l'instant, parce qu'on n'en avait qu'une, maintenant on en a deux, on va en voir arriver d'autres. On a déjà des protocoles qui nous proposent l'association de 2 immunothérapies en première ligne. Ces protocoles-là, ils vont donner lieu à des AMM dans quelques temps. Voilà. Et alors vous allez dire, je suis chirurgien, je ne suis pas oncologue. C'est vrai que je me dis, on gagne, c'est une médiane de survie. Alors avec le protocole cetuximab, c'était 10,5 mois de survie. Avec le Tipex, c'était 13 mois. Avec l'immunothérapie en deuxième ligne, on va encore gagner 6 mois. Mais ça fait quand même un gain qui reste extrêmement limité. Ce n'est que mon avis. Voilà, je ne sais pas s'il y avait vous avez des questions sur petite mise au point sur l'immunothérapie. Merci beaucoup pour les 3 cas. Très clair. Merci. Bon. Je vous ai mis la promotion du service, vous voyez. Alors, là, c'est Vincent Patron qui est à l'origine du service, donc là, vous avez tout le monde. Vous avez Martin Etier, que vous connaissez, Martin Etier qui est notre anatomiste et otologiste, qui fait beaucoup. Il nous a fait un topo hier sur l'anatomie de l'oreille. Voilà.